Effectivement, comme tu le dis, c'est un suspense de chaque instant de lancer un nouvel épisode de l'hebdo de Culture Club Sandwich, l'épisode 11. Et oui, déjà 11 épisodes. On oublie les 400 derrière d'autres podcasts, à peu près. On va juste un peu omettre ça. Au programme ce soir, il y aura de la série télé, il y aura de quoi lire, et aussi du cinéma, mais pas que. Et tout ça, c'est au programme donc de l'épisode 11 de Culture Club Sandwich, l'hebdo. Et on lance le générique s'il le veut bien. 2 semaines de suite qu'il le fait. Wouhou! Je suis sûr que Elodie, on ne la voit pas, mais elle dansait aussi. Oui, tout à fait. C'est la Et base. si on dit pas tout à fait, on dit tout à fesse. Et même les deux. Et quand on vieillit, tout s'affaisse. Voilà, ça commence bien cet épisode. Avec moi, donc, il y a Elodie, comme je viens de le dire. Bonsoir. Il y a Mathieu. Bonsoir. Je ne dirai pas le nom qui est écrit, mais bon, si vous êtes en live sur Twitch avec nous... Glinde. Si vous êtes en live sur Twitch et YouTube avec nous, vous pouvez le voir, et sinon vous pouvez le voir en replay tout de suite après. Et il y a aussi Cécile. Et ces cartons moches. Pour vous, les Twitchers. Mais tu es belle pour compenser, Cécile, et ça fait toute la merci. différence. Ce que j'aime beaucoup, c'est quand même que la lumière est sur les cartons, mais pas sur toi. Mais non, mais en fait, si la lumière est sur moi, les lampes sont juste au-dessus, donc ça fait des rayons de lumière, ça fait une douche de lumière, mais c'est moche. Douche de lumière. Une douche de lumière. A golden shower. Ah non, c'est pas comme ça. Non. Golden shower, c'est pas tout à fait pareil. C'est pas Ça sent le genre de plus. lumière. Il y a un... Ça dépend ce que mangé t'as avant. mangé. Oh, on est connectés. Voilà, 2 minutes d'épisode, et ça parle de pipi. Tout va bien. Tout C'est va la bien. 2 minutes pour le caca. Oui, dans 2 J'ai minutes. hâte. Peut-être, on verra si c'est pendant les news. Oh, bah non, j'ai pas prévu de faire ça. Hein, Elodie, vu que c'est Oui. toi qui fais les news. Puisque cette semaine, nous allons encore dévorer un bon sandwich d'actualité culturelle bien garni. Ouh là là. Voilà, j'étais un peu fière de mon jeu de mots. Ça va pas bien. Non, ça va pas. Non. Complètement fondu les plombs. Cette semaine dans l'actu, on commence avec les livres. Anna Tawai revient sur grand écran dans Verity, une adaptation du roman à succès de Colin Hoover. Et c'est un thriller psychosexuel. J'aime beaucoup ce mot. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est produit par Amazon. C'est pas une chanson des Talking Heads, ça Psychosexual. Qu'est-ce que c'est? Fa. Non, moi je me disais, tu sais, il y a sapiosexuel quand tu aimes les gens intelligents, et ben il y a psychosexuel quand tu aimes les gens qui sont complètement psycho. Ah. Oui, mais ça existe effectivement. Je sais pas si c'est le terme, mais la maladie existe. Eh Elle existe. c'est peut-être ça, puisque... On vous souhaite bon courage. Puisqu'Anna Tawai, elle incarnera une autrice mystérieuse en convalescence. Entre manipulation, tension sexuelle et un manoir sinistre, tout ce que j'aime, ce film promet de nous tenir en haleine. En tout cas, rendez-vous en salle avant sa sortie sur Prime Video. Alors, je ne sais pas si ça sort en salle en France, mais en tout cas, aux États-Unis, c'est le cas, avant d'arriver sur Amazon. Et voilà, préparez-vous à frissonner et à éviter les manuscrits dans les greniers, sauf si vous êtes dans Evil Dead, bien évidemment. C'est ça, et on ne sait pas si c'est convalescence sans plomb, bien sûr. Aïe, oui. Du 27 novembre au 2 décembre à Mathieu ne l'a Montreuil. pas. Non, mais j'avais pas Ça non fait plus, on 4 était minutes. ensemble. Ça fait 4 minutes, je suis déjà perdue. Bah, l'essence ou le samplon, quoi. Ah, mais J'ai j'avais. sur le oui. pipi et sur le caca, s'il te plaît. Ouais, c'est mieux pour nous. Le niveau était trop élevé. Je ne dors pas. Soyez un dieu. Et vous avez, franchement, j'étais à ça de dire que Anna Tawai, ça ressemblait un peu au début du générique de Dawson. C'est moi, c'est toujours ça. Je pense ça. I'm Anna Tawai. I'm Anna Tawai. C'est comme ça que je le chante toujours. I'm Anna Tawai. J'ai toujours pas, si vous demandez. Hein. Oh non, C'est pas le grave, générique c'est de pas dos grave. saute complètement. En plus, Mais mon j'ai la imitation musique, était mais j'ai pas les parfaite. paroles. Mais Ah mais non, sûrement, mais très les certainement. paroles c'est I'm Anna Tawai, c'est tout. Vas-y, Elodie, continue. Oui,
Et du 27 novembre au 2 décembre à Montreuil, le rendez-vous incontournable de la littérature jeunesse célèbre son 40e anniversaire autour du thème du rêve. C'est gratuit cette année. Oui. C'est gratuit cette année et le salon propose des animations, des lectures en langue des signes et met à l'honneur les pépites littéraires. C'est des prix qui récompensent le meilleur de l'édition jeunesse. C'est une belle sortie à partager en famille et l'occasion de découvrir ou redécouvrir vos auteurs préférés. Tu fais ça bien quand même. Oh. Et on n'est même pas payé pour. Et ce mercredi, au rayon charcuterie, n'oubliez pas notre super promotion. Ils peuvent t'engager au Leclerc de Pont-l'Abbé, hein, c'est bon. C'est hein, ce que j'allais dire, prêt. il faut travailler au Leclerc de Pont-l'Abbé. C'est un petit peu loin, mais écoutez, je peux me déplacer si le chèque est assez fourni. J'enchaîne malheureusement avec une triste nouvelle, puisqu'on a appris cette semaine le décès de Bernadette Després, qui est à l'origine des Tom Tom et Nana, entre autres. Cette série jeunesse culte, vendue à plus de 15 millions d'exemplaires, que j'ai vraiment lu et relu et re-relu et relu quand j'étais gamine. Ça a marqué des générations avec des dessins simples mais pleins de vie qui nous ont tous fait rire. Et franchement, j'en ai encore là chez moi. Je pense que je vais retourner les lire. Et Bayard Jeunesse donc, lui rendra hommage à Montreuil. Et moi, je vais ressortir mes albums de mon côté. Bon, vous avez rien de drôle à ajouter là, j'imagine, sur celle-là. Bah, sur les gens morts, pas trop. Oh, je suis sûre qu'elle l'aurait aimé pourtant. Je passe au cinéma avec Steven Spielberg, le maître incontesté du cinéma, qui nous prépare un film de science-fiction mystérieux avec un casting royal avec Josh O'Connor qu'on a vu dans The Crown, Emily Blunt et Colin Firth. Il y aura je sais pas trop comment on dit son nom, alors je vais essayer. David Cope. Je sais pas. Au scénario, il avait bossé sur Jurassic Park. Et donc, on s'attend à du très lourd. Ça sortira le 15 mai 2026. Ouais, enfin, là, tout ce que tu viens de décrire, c'est à peu près n'importe quel film de Spielberg, quoi. Oui, bah, prenez les on va dire, les 5-6 derniers Spielberg qu'il a sortis. Et finalement, c'est toujours le Après, même. Après, il y avait les Fableman, donc bon. Moi, j'ai pas encore vu. J'ai un petit peu lâché dernièrement, les Spielberg. Moi, je sais pas qui c'est. Alors. Il n'est jamais trop tard. Moins drôle, Deadpool a fait son entrée sur la bannière Marvel de Disney+, en dégageant tout bonnement She-Hulk et pour la mettre au placard. Il y a certains fans qui râlent, mais il faut avouer que la popularité du duo Deadpool et Wolverine est indéniable après leur carton au box-office. Reste à savoir quand She-Hulk fera ce retour, parce que malgré tout, elle a toujours son public, dont je ne fais pas partie. C'était vraiment nul à chier sa série. Voilà. Nul à She-Hulk. Par contre, en parlant de Deadpool, Marvel a annoncé donc Deadpool versus Spider-Man, apparemment, si j'ai bien vu passer la. Ouais. Deadpool versus Spider-Man. Bon, ils se sont dit on va faire Deadpool versus n'importe qui, et bientôt il y aura Deadpool versus Barbie, et puis c'est tout. Ah bah ça, je le regarde. Ça, je veux voir. Ah, bon. Vends l'idée. Il y a un public, il y a un public. Ouais, bah on est déjà deux. Voilà, mais en tout cas, ça a été annoncé sur le site de Marvel officiellement, donc il y a 4 jours. Voilà. Mais Okay. dans le un MCU, crossover. genre C'est un crossover, Pools of Blood, voilà. Ah, mais c'est dans un comics. Oui, mais après, apparemment, voilà, il y a des possibilités de, mais d'abord dans le comics. Paving the way. Le package, c'est un package. Oui, c'est parce que on parle de Deadpool, c'est tout simplement pour ça. Voilà. Je passe côté série avec quelqu'un qui se plaint, quelqu'un qui ronchonne. C'est Sebastian Stan. Non, ça moi aussi. Non, alors là, vous allez voir, c'est vraiment pas vous. Sebastian Stan, qui, après avoir incarné Donald Trump dans The Apprentice, il se plaint de se retrouver un petit peu isolé à Hollywood, puisque peu d'acteurs veulent évoquer ce film polémique, ce qui reflète une ambiance tendue entre politique et cinéma. Mais lui, il défend son rôle avec passion, un biopic audacieux qui n'a pas peur d'explorer les zones d'ombre. Voilà, bah écoutez, il se démerde. Je l'ai vu hier soir, c'était pas bien, mais Sebastian Stan, dedans, il était très très bien. Bon, bah écoutez, c'est au moins ça. Oui, c'est ça. Bon, après, il jouera plus rien d'autre, c'est pas très grave. Moi, je cherche encore le rapport avec les séries, mais moi, j'ai tiens en train. Oui, pardon, alors moi j'en ai un. Sebastian Stan de Once Upon a Time à Donald Trump. Voilà. Il faisait qui dans Once Upon a Time ? Le chasseur. Il faisait le chapelier fou. Ah non, c'était pas le chasseur. Ouais, le chasseur, c'était. Non, le chasseur, c'est Christian Grey. C'est Christian Grey. Sorry. Ok. He was the Mad Hatter.
D'accord. Ce coup-ci, je passe vraiment aux séries avec Greg Daniels qui revisite l'univers de The Office dans un spin-off sur une rédaction de journal au bord du gouffre. Avec une équipe de reporters bénévoles et un éditeur acharné, cette série promet de mixer humour et émotion comme l'a fait la série originale. Au casting, on retrouvera Duane Shepard Senior qu'on avait dans The Connors, Alana Havey de Billions, Nate Jackson de Young Rock, Mo Welch de Quascala, Nancy Lennon de The Boys, Molly Ephraim de A League of Their Own, Tracy Letts du SNL et on espère que ça sera au moins à la hauteur des séries originales parce qu'on va dire que la série UK autant que la série US compte parce que je sais qu'il y a 2 teams et je veux me fâcher avec personne. Voilà. Et l'Australie, c'est quel team ? C'est la team OSEF. C'est la team breakdance aux Jeux Olympiques. Non, mais on sait que les franchises australiennes, ça compte pas. Down Under? No. Tu parles de Drag Race là? Of course, I'm talking about Drag Race. Non, il y a des séries australiennes qui sont très très bien, mais là, c'est... Non, mais je parle des versions australiennes de choses qui existent déjà. Ouais. Bon, après, rappelez-vous, hein, Le Bureau, en France, François Berléand, on vous salue. Bon, j'ai jamais regardé ça, mais j'ai un peu de curiosité. Non, faut pas faire ça. Je peux en parler dans un j'ai testé pour vous, hein, si tu veux, mais il faut pas. Okay. Mais il faut pas. Même en fin de soirée, genre bien fatigué. En jeu à boire éventuellement. D'accord, j'ai bientôt un réveillon du nouvel Chaque an. fois que tu cringes, t'es bourré. Oh merde, ça va mal finir. Ouais. Imaginez Jennifer Lopez et Brett Goldstein de Ted Lasso réunis dans Office Romance. Une comédie romantique qui met en scène 2 caractères opposés qui doivent collaborer avec forcément des étincelles à la clé. C'est coécrit par Goldstein lui-même et donc c'est un projet Netflix qui se veut drôle et rafraîchissant. Évidemment que je ne regarderai jamais ça. Bah pourquoi pas. Il y a comédie romantique dans le titre. Ouais, après, moi je peux te conseiller une comédie romantique que je suis sûr tu vas adorer. C'est We Came Together. C'est avec Amy Poehler et Paul Rudd. Oui, voilà. Le titre me fait extrêmement rire déjà. Oui, mais justement, le casque me donne envie. c'est justement plein de clins d'œil dans ce genre-là, donc franchement, c'est à voir ce film. À voir. Ok. Autre actu série, Yellow Jackets revient le 14 février pour la Saint-Valentin avec une 3e saison encore plus intense. On ajoute Hilary Swank au casting et en France, donc la diffusion se fera sur Canal+, mais un petit peu après, donc il faut avoir un petit peu de patience. En attendant, vous pouvez vous regarder les épisodes déjà disponibles et puis vous pouvez vous préparer pour encore plus de flashbacks. Parce que là, il n'y a que ça dans cette série. Oui, c'est ça. Voilà, je n'aime pas Yellow Jackets, vous l'aurez deviné. Côté jeux vidéo, le 12 décembre, les Game Awards reviennent avec quelques surprises puisque les DLC et les remakes peuvent maintenant prétendre au titre de jeu de l'année. Et heureusement parce qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre parmi les nommés. C'est ma news, tu fais gaffe. Hein. Il y a des gens qui méritent dedans. D'accord, mais je dirais pas grand-chose à part que les noms qui reviennent le plus souvent, c'est Elden Ring, Shadow of the Eltree qui est un DLC et Final Fantasy, on en est au 7 Rebirth qui est un remake. Et évidemment pas la trop. Oui, bon, il y a pas la trop, voilà. Donc voilà, soirée à pas manquer, mais je laisserai Cécile en parler plus en détail. Un truc assez surprenant, Minecraft s'invite dans la réalité avec des attractions immersives prévues dès 2026. Hébergement thématique, espace interactif et aventure grandeur nature feront de cette expérience un paradis pour les fans. C'est Merlin Entertainment qui frappe fort en transformant ce jeu culte en destination incontournable dans les parcs Merlin, que je ne sais même pas ce que c'est, mais écoutez... Moi, c'est mon chat, mais il n'a pas de parc d'attraction, ou alors sinon, il me cache de l'argent. Ça serait bien le genre d'un chat, ça. Sony continue ses acquisitions et pourrait s'offrir Kadokawa, le studio derrière Elden Ring. On en revient finalement. Un coup stratégique pour étoffer son catalogue de jeux et d'animation et se positionner face à Microsoft. Une fusion qui pourrait transformer l'industrie, mais voilà. C'est surtout que ça pourrait transformer l'industrie culturelle globalement, parce que Kadokawa, s'ils rajoutent ça, c'est niveau manga et animé, c'est juste gigantesque. Parce que la partie jeux vidéo, finalement, là-dedans, bon, c'est pas inimportant, ou pas important du tout, mais c'est quand même, finalement, très marginal par rapport à tout le reste, quoi. C'est vrai. Du coup, c'est un peu la version Disney rachète le monde. Bah ouais, au bout d'un moment, les lois antitrust, elles sont où, hein?
Attends, laisse Google déjà gérer son s'occuper procès. avec Chrome, oui, effectivement. Ouais. Je passe à la musique avec Björk qui nous alerte sur la biodiversité au centre Pompidou dans son installation sonore Nature Manifesto. Björk mêle sa voix aux cris d'animaux disparus pour sensibiliser à la crise écologique. C'est, paraît-il, immersif, poignant et terrifiant de mon point de vue. Et c'est visible jusqu'au 9 décembre. Un rappel nécessaire pour préserver notre lien avec la nature et avec Björk, dont j'avais oublié qu'elle faisait encore des trucs. Merci bien, c'est Sarah que- pour cette news. C'est clair. Ce qui est bien, c'est que Björk, c'est à peu près le bruit que tu fais après avoir fait le jeu à boire le bureau. C'était exactement l'idée que je disais. Björk, non, c'est Burk. C'est juste Burk, là. C'est la folle histoire de l'espace, Spaceballs. Moi, c'est Björk. Je suis mi-homme, mi-chien, je suis mon meilleur ami. C'est Björn Bork. Ah, ça, c'est du tennis, ça. Quelque chose de bien mieux, c'est Peter Murphy et Boy George, les icônes des années 80 qui s'unissent pour Let the Flowers Grow, un morceau puissant et mélodique entre influence gothique et production épique. C'est une vraie petite pépite à écouter pour une bonne dose de nostalgie. Nostalgie. Voilà. Et pour Je vais finir, finir par aller chercher les sons, toi, les vieux sons, comme ça on ne sera pas trop attaqué légalement. des vieux synthés là. Ouais. 7 ans qu'on l'attendait, Jamiroquai est de retour avec une tournée européenne, dont 2 dates en France en novembre 2025. Préparez vos pas de danse pour vibrer au son de Cosmic Girl et d'autres classiques. Le funk est éternel et JK nous le prouve encore une fois. Merci, bonsoir. Et merci à Sarah de bonsoir. m'avoir préparé les news surtout, parce que moi j'ai fait que dire de la merde. Tu les as servis magnifiquement. Oh là là, sur un plateau de caca. Ah, ben le voilà. J'avais oublié le caca. On a oublié On le y caca. revient. On y revient toujours, hein. On y revient toujours, effectivement. Du coup, donc tu as terminé. Merci beaucoup. Bravo, je clappe. Tu clapes, c'est très très bien. Tu clapes vachement bien. Ah, il veut pas clapper. Ah zut. Mais si, il a clapé. Non, mais j'avais du son. Ah. Ah, j'allais être déçue. Merci. Oh. Prends-moi comme le... Voilà. Je laisse Ça finir. m'a tout excité. Oh, bah, dis donc. Et là, il y avait le We Came Together, et là, c'est I Came Alone. Bon, par contre, tu parlais de Game Awards, et je pense que le récap de Cécile, c'est lié. Bah, en fait, elle a déjà tout dit, hein. Donc il y a les Game Awards qui arrivent, donc ils vont entre autres élire le meilleur jeu de l'année, le Game of the Year, le Gotai, le fameux, et donc sont nommés dans cette catégorie donc un remake, hein, Final Fantasy VII Rebirth, donc en plus une suite de remakes, je veux dire c'est un concept, un DLC, hein, le DLC d'Elden Ring, à côté de ça un dont j'ai jamais entendu parler, ReFantasio. Aucune idée de ce que c'est. Inconnu au bataillon. Ouais. Black Myth Wukong. Non, mais alors, ReFantasio, donc c'est métaphore. ReFantasio, c'est le nouveau jeu de l'ancienne équipe de Persona. D'accord. Mmh. Ah oui, c'est des jeux Donc, chelous, ça, j'ai jamais testé. Ouais, c'est des jeux qui durent au moins 150 heures. donc. Oui, c'est pour ça aussi que oh, j'ai jamais flemme. testé, j'ai pas le temps. Hein. Ouais, Black Myth Wukong, donc qui est un jeu sur le roi singe, un jeu chinois. Et Astrobot de Sony, j'ai pas testé, mais j'ai vu des images et des retours qui semblaient assez sympas pour un platformer. Et enfin, le seul, l'unique, qui mérite ce titre de Gotai et pour lequel je courrai, je suivrai, j'irai où il faudra. Et c'est Balatro, évidemment. Balatro est nommé, mais pourquoi hésitons-nous ? Pourquoi allons-nous voter pour un remake ou un DLC ? Balatro est là, Balatro est le jeu qu'il vous faut. Vraiment, si vous n'avez pas encore reçu la bonne parole est là. Jouez à Balatro. Vraiment, Balatro, c'est la vie. Balatro, c'est un jeu de poker en mode... comment on appelle ça ? C'est un roguelike. Oui, c'est ça. Poker. Je n'aime pas le poker, je n'aime pas les roguelites. Et pourtant, j'ai spammé Balatro. J'ai regardé des vidéos de gens qui jouent à Balatro. Je pense qu'avec le Black Friday, vous devez pouvoir le trouver pas trop cher. Il est arrivé sur mobile aussi. C'est ça.
C'est ce N'hésitez que j'allais pas. dire, c'est qu'il est vraiment absolument partout. Maintenant, il est Et puis partout. bon, Balatro était quand même déjà pas très cher à la base. Non, c'est ça. Enfin, franchement, c'est cadeau. C'est un superbe cadeau que vous pouvez vous faire à vous-même. Prenez Voilà, Balatro. il est à 14 € de base et pour l'instant il n'est pas encore en solde ou quoi que ce soit. Ah, en tout cas, sur, sinon, sur il sera en Steam. solde post-Gotaï. Ils feront... Ouais, de toute façon c'est ça. Je pense que ça va pas tarder les soldes sur entre autres Steam. Il y aura les soldes d'hiver vers janvier, mais souvent, Voilà. Et puis les le Gotaï... Black Friday c'est ce vendredi normalement donc. Oui, officiellement. Ouais. Voilà. Donc, ouais. Faut pas oublier. Même si Black Friday dure depuis déjà un mois à peu près. Oui, c'est ça, partout, on a le Black Friday. Voilà. Et voilà, non, voilà, je voulais juste profiter du Gotaï pour reparler de Balatro. On ne parle pas assez de Balatro parce qu'on ne peut pas trop en parler. On n'en parle pas assez, genre. Bah non, c'est parce que juste, on peut pas trop en parler, donc tant qu'on en parle, on n'en parle pas assez. Ok. Et donc ça, c'est tout ce que tu avais. C'est tout ce que j'avais Ok. sur le Gotaï, j'ai mentionné un petit peu les autres, mais je me suis fait spoiler mon truc aussi, m'a piqué mes arguments. Arrêtons. Alors, justement, je regardais pendant ce temps-là, on parlait des soldes, etc. Voilà, Tu tournais à pour Black Manivelle. Friday. Non, c'est pas ça. Non, c'est en tout cas sur Steam, pour celles et ceux qui veulent l'avoir sur PC, Mac, etc. C'est du 27 novembre au 4 décembre les prochaines soldes, les soldes d'automne, suivi le 19 décembre jusqu'au 2 janvier pour les soldes d'hiver. C'est tout le temps les soldes en fait. Donc globalement, il y a 15 jours d'arrêt entre deux soldes. Hein. Ah non, mais en vrai, sur Steam, les gens qui payent les jeux plein pot, je sais pas comment ils font pour viser. C'est clair. Mais tu sais que parfois, ça m'est déjà arrivé, je vois que c'était en solde, ou tu sais, les premiers jours de sortie, ils sont à 10%. J'attends le jour juste après parce que je me dis, je veux soutenir le créateur. Oh, Ah oui, non, c'est voilà, sur les bien. jeux indés, why not? Mais sinon... Oui, bien sûr. Non, sur les gros jeux, qu'ils aillent se faire voir. Hein. Sur les gros jeux, Instant Gaming est là pour vous aider. Oh Ça. non. Ah, bah, si. Oh bah Non, franchement, non. à un moment donné, quand ton jeu il a 60 balles et qu'il dure 3 heures, hein. Oui. Ouais, mais bon, quand ton jeu il est moins cher parce qu'en fait, il a été acheté avec une carte crédit volée, c'est un peu con, quoi. Voilà. Oui. Désolé de casser l'ambiance, mais il faut rappeler quand même ce qu'est le marché gris. Et joyeux Noël à tout le monde. C'est Oh, ça. oh, Et oh. J'ai Bon. un verre. Merci. c'est de pire en pire cette émission. Ce qui On fait est que moi je fatigué. dois garder la parole. En plus, je regarde le conducteur et il est bourré, apparemment, et il ferme les yeux. Mais donc, moi, c'est ma reco. Bah, si le conducteur il est bourré, il ferme les yeux. Donc, Oh, le regard de Mathieu, c'était magique. Le pardon, what? il comprend plus rien à rien. Et on t'entend pas, donc en plus de ça, il allume même plus son micro. Il en a plus rien à faire. Bref, moi, voilà. Merci Oh, bah, beaucoup. si c'était pour faire ça. Me faites Ah, se taire, hein. pipi, caca, prout. Voilà, c'est l'ordre Voilà. naturel des choses. Ma recommandation, elle est sur une série qui n'est pas très très vieille, puisqu'elle est sortie le 21 novembre, donc là on est le 25, hein, faites le calcul vous-même, vous verrez c'est assez facile. C'est arrivé sur Netflix et c'est co-créé par Michael Schur, à qui l'on doit entre autres The Good Place. Voilà, hein, si vous ne l'avez toujours pas vu sur Netflix, elle y est toujours, hein, si je me trompe pas. Et... oui, elle y est toujours. Je lui ai Jamais deux pendant vu. 5 Oui, secondes. non, j'ai si, pas si, vu elle y est ça. toujours. Moi, je juge les gens qui n'ont toujours pas vu, c'est tout. Jamais Voilà, vu The Good après- Place. C'est Après, faux. il y a... Ouais, quand même. On parlait de The Office. Ben voilà, The Office, il était aussi de la partie. On avait aussi Brooklyn Nine-Nine, Parks and Recreation. Bref, que des bangers, comme on dit chez les jeunes que je ne suis plus. Bref, Je crois que même en les parlant jeunes de- le disent plus. Hein. C'est ça. C'est pour te dire, hein, justement. Donc je parle de A Man on the Inside, qui justement parle d'un homme âgé, qui est joué par Ted Danson, donc il joue le rôle de Charles, et qui est engagé en tant que détective privé pour s'infiltrer dans une maison de retraite à San Francisco, et parce qu'il y a des soupçons de maltraitance par les soignants. Dans cette maison de retraite. On y retrouve aussi Mary-Elizabeth Ellis, Stéphanie Béatrice dans les rôles, Lila Rich-Creek que je ne connaissais pas par exemple, et pas mal d'autres rôles secondaires qui sont tous très 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 cool.
Ce sont des épisodes qui durent à peu près 29 minutes, donc on est même un peu moins parfois, donc c'est du 30 minutes, c'est génial. Il y a 8 épisodes, très bien. Quand on n'a pas beaucoup de temps entre 2 films de Noël, c'est parfait. Et donc c'est une comédie justement qui, sous ses faux airs de série d'espionnage, va surtout parler de solitude, de l'âge, de la famille, du deuil, et tout ça sous un couvert de série qui est même très drôle et très touchante et attachante. Le rythme est vraiment très cool. On voit que ça a été vraiment prévu pour la télé, mais bon, c'est Netflix qui maintenant travaille avec Michael Schur. Parce que je pense que Universal est derrière aussi. Et j'ai pas vu si c'était chez NBC, mais j'ai pas l'impression. Je pense que c'est que Netflix. Et tout ça est adapté d'un livre d'une autrice qui s'appelle Maïté Alberdi, que je ne connaissais absolument pas. Je sais pas si ici, chez les lecteuristes, il y en a qui connaissaient justement cette autrice. Auteuse. Nope. Non. Auteur, je sais jamais lequel il faut choisir. C'est un Comme peu tu au choix, veux, j'ai autrice l'impression. ou auteur, les deux marchent. Voilà. Je sais que Florian, lui, il en a parlé donc il y a déjà une semaine, je pense, sur CNET. Ici, je sais pas si d'autres ont regardé A Man on the Inside. Pas C'est encore. sur ma liste, mais j'ai pas le temps de regarder ça. Mais Pareil, moi, ça va pas j'ai- tarder. j'étais vendu de base. Hein. On me Ah, dit, évidemment. il y a Ted Danson et c'est Michael Schur. Oh, n'en dites pas plus. Allez-y. Allez-y. C'est pour ça que c'est rentré direct sur ma liste. Hein. Je fais ajouter. Moi, j'ai pas pu résister longtemps à lancer un épisode qui s'est fini en 4 épisodes d'affilée. Donc, j'avais fait la moitié en une traite. Et puis après, j'ai terminé et tout. Et globalement, je me retrouve avec un certain manque. Je me dis, je vais encore retrouver ces personnages-là. Je vais encore retrouver cette construction-là, cette façon de faire la série. Cette écriture aussi. Parce que c'est quelque chose qui manque cruellement, je pense, dans les séries actuellement, et dans les comédies surtout. C'est vraiment un savoir-faire de l'écriture et de la finesse et de la profondeur sous des atours un peu, peut-être un peu faciles et parfois un peu cavaliers. Mais ouais, non, là, franchement, moi, ça fait partie... ce sera peut-être même ma série de l'année pour 2024. Et Dieu seul sait que cette année, niveau série de grand standing, il n'y en a pas eu tant que ça. Il faut bien l'avouer. C'est ce que Il y j'allais en a pas dire. eu tant que ça. Ça va être C'était- dur de faire un classement. Hein. Je pense que quand je vais faire un petit classement, je vais essayer de voir un peu ce que j'ai revu cette année. Je fais, ah oui, c'est sorti cette année. Ok, d'accord. Mais bon, c'était au milieu d'un tas de rewatch qui ne finissent que s'accumuler. Et à tel point que là, je me dis, alors je pense qu'un rewatch de Cheers, c'est le bon moment. C'est le bon moment aussi. Et c'est pas des petites séries que je rewatch. Il me faut des 10, 11 saisons. Bref, voilà. Moi, je vous le conseille vivement. C'est sur Netflix. La VO et la VF sont très bonnes, si vous voulez savoir. Bon, forcément, il y a le phrasé de Ted Danson en VO qui est inimitable. Mais bon, sachez quand même que ça reste accessible et pas mal traduit en VF. C'est toujours bon de le noter, surtout sur les plateformes. Voilà. Ça, c'était donc A Man on the Inside sur Netflix. Et on passe à la personne suivante. C'est Mathieu avec son récap, qui est une humeur apparemment. Bonsoir, bonjour. Je ne vais pas parler de prout, mais je vais mal parler. Je vous parlerai de trucs positifs, mais j'ai une petite humeur qui date de la semaine dernière, donc je me suis calmé depuis. Vous vous rappelez, je pense que c'était le dernier podcast où j'étais là, où j'ai dit Hey, Moon Girl et Devil Dinosaur est annulé, bande de connards. Et voilà, et donc on savait qu'on allait avoir la dernière salve d'épisodes, donc la saison 2B, début 2025, sur Disney+, et Disney Channel. Ce qu'on a appris ensuite, c'est que donc, toute la saison est produite, terminée, depuis fort longtemps, et donc ça va vite arriver, mais on aura un épisode en moins. Pourquoi ? Car cet épisode a été archivé par Disney, ils ont décidé de finalement ne pas le diffuser. Ça, c'est quelque chose qui arrive souvent,
en tout cas régulièrement, pour les productions de séries animées, surtout jeunesse, parce que quand on produit une série, on la fait, et puis après on la vend à plein de chaînes dans le monde entier. Et chaque chaîne, elle a une liste de choses qui sont interdites, et ça dépend dans différents pays, c'est pas la même chose. Là où c'est un peu plus rare, c'est quand on supprime totalement un épisode et qui ne sera jamais diffusé. Et ça même avant sa sortie, et surtout quand ça se sait. Sauf que là, je pense, les animateurs ont fait fuiter l'info. Et là où c'est un petit peu plus embêtant, c'est que c'est pas n'importe quel épisode. C'était un épisode qui était censé être centré sur le personnage de Brooklyn, qui est doublé par India Moore, que vous avez pu voir dans Pose. Et Brooklyn, c'est un personnage secondaire de la série qui est identifié comme trans. Donc là, les gens se sont dit « Tiens donc, comment de par hasard ?» Et donc il y a eu un gros bad buzz au sein des gens qui regardent Moon Girl en disant « Mais allez vous faire foutre, enfin, c'est un personnage, on ne sait pas beaucoup de choses sur elle, ça aurait été sympa de la voir avant la fin de la série, et surtout, les représentations c'est intéressant, en général, et puis Moon Girl elle aime bien faire ça, et elle le fait plutôt bien, donc pourquoi vous le faites pas ?» Surtout que c'est acté que le personnage de Brooklyn est trans, on le sait dans la série, c'est pas forcément un sujet, mais elle le dit, ou alors il y a des stickers sur sa gourde du drapeau trans, enfin, ça n'a pas été caché avant. Donc les gens se sont dit, est-ce que c'est à cause de l'élection d'un certain Donald Trump, peut-être, que Disney a dit, on va pas le faire ? Apparemment non, parce que Disney a mis un petit communiqué de presse expliquant qu'en fait, non, ce n'était pas ça du tout, c'était une décision qui avait été prise bien en amont de l'élection de Donald Trump, et la raison qui a été donnée, c'est parce qu'ils veulent laisser le choix aux parents d'avoir cette discussion avec leurs enfants, et ce n'est pas à Disney d'éduquer leurs enfants sur ce sujet. Voilà, donc vous en pensez ce que vous voulez, moi j'en pense que allez vous faire foutre, et c'est un très très bon épisode. Pourquoi ? Parce que j'étais énervé, et 3 heures plus tard, j'ai vu que un grand-oncle éloigné d'Amérique avait leaké l'épisode sur internet, et que bon, si vous le trouvez dans mes DM, je n'ai pas hésité à le télécharger pour l'avoir pour le reste de ma vie dans mon disque dur, vu que de toute façon il ne sera jamais diffusé, et c'est un épisode incroyable qui parle extrêmement bien de ce sujet et qui était hyper important, surtout maintenant, à l'heure où Donald Trump, juste hier, a dit qu'il voulait potentiellement virer toutes les personnes trans de l'armée américaine. C'était peut-être une bonne idée de le diffuser. Donc voilà. Disney, allez vous faire foutre, et mes DM sont ouverts. Ok, bon, merci pour cette humeur. Désolé Elodie, parce que maintenant c'est ta reco et il va falloir que tu enchaînes. C'est un peu compliqué. Non, mais très positif, c'est un très très bon épisode, et je vous invite à le regarder si vous avez la possibilité. Il m'a fait pleurer autant qu'il m'a fait rire. C'est quand même fou de voir ce genre de choses, et ça rappelle bien justement le problème avec les plateformes, c'est que tes épisodes, on peut te les donner, te les retirer quand on veut, et même juste dire non. Finalement, non, je l'en vois même pas. C'est même pas une question de plateforme, parce que les épisodes sont diffusés sur Disney+, et sur oui, c'est vrai que Disney Channel en simultané. C'est ça, ouais, donc... Ouais, enfin, Disney, quoi. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Elodie. Eh oui. Eh bien, moi, aujourd'hui, je vais vous parler de Wormwood, un comics signé Ben Temple Smith. C'est publié chez IDW Publishing aux US et chez Delcourt en VF. Moi, je l'ai lu en VF, et je dois avouer que c'est très bien traduit, parce que vous allez comprendre que c'est beaucoup d'humour, et l'humour, c'est pas forcément très facile à traduire. En tout cas, donc Wormwood, ça nous embarque dans un univers sombre et farfelu où l'humour noir et le surnaturel se mêlent. L'histoire suit un protagoniste un peu pas très conventionnel. C'est Wormwood, c'est son nom. C'est un être surnaturel et mystérieux qui lutte contre des menaces apocalyptiques tout en buvant de la bière et en sortant des répliques cinglantes. Peut-être qu'après mon décès, je serai Wormwood, je pense. Enfin, peut-être pas. Enfin, bon, je vous raconte la suite, vous allez voir. C'est une série qui propose quelque chose de vraiment unique, avec un style visuel très reconnaissable. C'est un peu cracra, vous allez voir. Si vous regardez des visuels sur Internet, vous allez voir, visuellement, c'est pas forcément ce qu'on a l'habitude de voir. Mais pour résumer, donc Wormwood, c'est un ver, hein, comme son nom l'indique,
qui vit dans un cadavre dont il se sert de corps, parce que vous comprenez bien qu'un asticot, c'est un peu nul pour combattre des entités bizarres. Vaut mieux avoir 2 bras, 2 jambes, ça va mieux. Et il a chargé des succubes dans un bar de garder une porte interdimensionnelle. Et de cette porte, il va sortir des créatures diverses et variées et rarement amicales. Et le job de cette petite équipe, c'est de faire la douane de l'aéroport et de les raccompagner chez eux. Bon, il les raccompagne jamais puisque ça part toujours en bain de sang ou en d'autres substances d'ailleurs, parce que tout le monde n'est pas doté de sang. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Wormwood, ça n'a rien de banal. L'intrigue s'écarte des classiques du genre Tu d'horreur. m'inquiètes quand même parce que des bains de sang et d'autres liquides ou substances, c'est dégueulasse. Toutes les créatures ne sont pas dotées de sang, donc voilà. Ils font ce qu'ils peuvent. Hein. Voilà. Les insectes, ils n'ont pas de sang. Hein. Voilà. C'est Sauf vrai. si t'as aspiré le tien, mais... Un voleur. Et moi, c'est j'ai ça. pas de Rien. cerveau. C'est un autre problème. L'intrigue s'écarte des classiques du genre horreur et aventure pour proposer une combinaison d'humour absurde et de situations déjantées. Et il faut le savoir, c'est très, 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 très drôle. Bon, faut aimer l'humour noir et très pipi caca prout. Hein. Voilà, ça vole pas très haut, mais c'est fait quand même avec un petit peu de subtilité dans le dégueulasse. C'est un univers où le bizarre et le glauque cohabitent, mais toujours avec une touche d'humour. On suit quand même un ver qui habite un cadavre et dont la mission est de péter la gueule aux entités qui passeraient par une porte interdimensionnelle pour venir chez nous. Donc bon, à partir de là, une fois qu'on a accepté ce postulat, tout peut arriver. L'histoire, en tout cas, elle est bien ficelée. On sent que chaque chapitre amène quelque chose de nouveau, tout en gardant une trame fluide. Le rythme est maîtrisé, avec un bon équilibre entre action et moments plus calmes, où on découvre la personnalité atypique de Wormwood. Ça se lit vraiment bien, et moi, je l'ai lu en format TPB, donc en cartonné. Et c'est plutôt pas mal parce que donc il y a 4 tomes et du coup ça regroupe à chaque fois en fait dans ces 4 tomes, je sais pas combien il y a de feuillets dedans, mais ça enveloppe bien un arc où à chaque fois on va combattre une entité, même si après il y a un peu des allers-retours une fois qu'on a un bestiaire un petit peu établi, mais ça se lit très bien. Parce que les dialogues, eux, ils sont très mordants, très très drôles, parce que le personnage de Wormwood, c'est du genre sarcastique, et ses répliques sont vraiment un régal. C'est clairement un comics qui prend plaisir à briser un peu les codes, avec des narrations et des dialogues qui font rire autant qu'ils intriguent. Ça brise régulièrement le 4e mur, ça a conscience que c'est un comics, l'auteur est dans le comics en train d'écrire son comics, voilà, et en même temps, il raconte très bien dedans qu'il s'est un peu lâché et que plus rien n'a de sens à la fin, mais c'est ça qui est drôle. Chaque fin d'épisode laisse assez de suspense pour qu'on ait envie d'enchaîner. C'est pas le suspense classique du thriller, mais c'est plutôt une curiosité de voir jusqu'où les auteurs vont pousser pour construire un monde de plus en plus absurde. Parce que Wormwood, en fait, c'est un personnage qui est fascinant. Il est très loin des héros traditionnels. C'est vraiment un anti-héros parce que il est plein de failles, il est mystérieux et il a un développement très agréable à suivre, même si l'accent est plus mis sur ses aventures que sur une évolution personnelle profonde. Parce qu'après tout, de toute façon, il est mort, donc il va plus beaucoup évoluer, à part l'odeur peut-être. Il a vraiment un charisme étrange et finalement, on s'attache à ce personnage cynique qui fait tout pour sauver le monde à sa façon. Les personnages secondaires apportent également une vraie couleur à l'histoire, chacun avec son propre grain de folie. On a des humains, on a des robots, on a des succubes, on a des trolls. Les trolls, c'est vraiment mes personnages préférés, ils sont absolument dégueulasses. Mais voilà, on a plein de personnages très différents. C'est pas une série qui met l'accent sur la diversité dans le sens habituel, mais en fait, elle propose une belle diversité dans ses personnages surnaturels. Ici, c'est vraiment l'originalité des créatures qui rend le tout dynamique. Je vais pas vous faire tout le bestiaire, mais il y a un petit peu de tout. Il y a même Trump, à un moment donné. Toi, t'as parlé de troll juste avant. Donc. Alors, c'est pas un troll, il est pire que ça. Et la morale de l'histoire, c'est que en fait, toute la classe politique est possédée par une entité. Et donc, ils vont combattre cette entité pour finalement se dire que finalement, les entités étaient peut-être moins pires que Trump lui-même. Voilà, c'est un comics qui peut être aussi très politique, hein, parce que ça a été écrit pendant le premier règne de Trump. Donc, clairement, ça met l'accent dessus à la fin. Et je vous invite à aller voir, il y a des alternate covers avec Trump en zombie qui sont absolument délicieuses.
Et justement, Ben Temple Smith, il a un style graphique qui se démarque totalement parce qu'il a des traits à la fois très sombres et très texturés. Il fait des dessins qui dégagent une atmosphère assez oppressante, mais en même temps envoûtante, qui correspondent parfaitement au ton de la série. C'est un peu cracra, et en même temps, il fait des doubles pages absolument magnifiques. Il sait vraiment rendre les scènes de combat. C'est très lisible, et en même temps, ça fait ressortir le chaos des combats. Ça part un peu dans tous les sens, mais c'est beau. Les couleurs sont travaillées dans des tons assez froids et sombres, c'est très vert, c'est très noir, mais il y a un joli jeu d'ombre qui accentue le côté lugubre de l'univers. C'est vraiment visuellement impactant et ça rend chaque page presque vivante. La mise en page, de son côté, elle est inventive, c'est dynamique, ça rend l'action facile à suivre et même les scènes les plus mouvementées sont claires et bien illustrées, ce qui n'est pas évident avec un style aussi chargé en fait. Bon, pour résumer, donc l'univers de Wormwood, c'est très sombre, c'est très décalé, mais en même temps, c'est cohérent dans son chaos. On est plongé dans un monde où les frontières entre le réel et le fantastique sont floues, comme je disais. Donc, il y a Trump qui fait son apparition, mais il n'y a pas que lui. C'est assez fascinant parce que Temple Smith, il parvient à donner une vraie consistance à ce monde étrange, même si au départ, on a un peu l'impression que ça va nulle part. En fait, tout est très bien construit. Et l'univers n'est pas seulement riche en créatures, il y a une vraie mythologie qui se dévoile peu à peu. Je ne vais pas tout vous raconter parce qu'il ne faut pas spoiler, mais voilà, il y a des touches de géopolitique, il y a des touches de mysticisme qui viennent donner un peu plus de profondeur à l'histoire. Et ça aborde aussi des thèmes comme la moralité, la survie. C'est un regard critique sur la société, mais toujours de manière très décalée. Et c'est un comic qui, sous couvert d'humour et de surréalisme, amène quelques réflexions intéressantes sur notre rapport à l'humanité et aussi notre rapport à la mort, parce que finalement, on est un petit peu entre les deux à chaque fois. Voilà. Donc, c'est pas une série qui cherche à émouvoir profondément, mais ça fait sourire, ça surprend par des twists et des éléments inattendus. Et c'est une lecture divertissante où on se laisse facilement embarquer dans un univers étrange. Je dirais que c'est un comics qui s'adresse pas à tous les publics parce que c'est quand même très très vulgaire. C'est très gore. Oui. Et c'est très NSFW. Ne lisez pas ça n'importe où. Ah, ok. Ouais. mais voilà, donc rien que visuellement, donc Temple Smith, ça vaut le coup de jeter un coup d'œil parce qu'il a un style visuel qui se démarque de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est assez audacieux, mais voilà, en résumé, si vous aimez les belles illustrations, l'humour noir, l'univers très décalé et très cracra, franchement, je vous le conseille. Et en vrai, l'édition de chez Delcourt, elle est quand même assez jolie, donc pour une fois... Tout ce que je regardais, c'était ce sont de beaux livres, effectivement. Ouais. J'avais deux questions. Est-ce que, c'est le frère de Clint Eastwood hein Peut-être bientôt. Voilà. Et deux, ça n'a absolument rien à voir avec la mini-série de 2017. Non, rien à voir. Ok, d'accord. Parce que je suis en train de vérifier si ça avait un... Mais non, je crois qu'il n'y a pas le nom... Quelle idée aussi de porter tous le même nom, quoi. Enfin... Et d'ailleurs, petite parenthèse, j'ai pas lu en VO, mais je pense que pour quelqu'un qui est pas très très à l'aise en anglais, ça doit pas être facile à lire en VO, notamment quand les trolls parlent, parce que les trolls, en fait, la blague c'est qu'on comprend rien à ce qu'ils disent, mais en fait ils parlent français. Enfin, dans la VF ils parlent français, mais comme des gens bien bourrus, quoi. Donc, je me doute que comme c'est écrit en anglais, si on n'est pas très à l'aise, l'utilisation d'argot, quoi, et langage familier. Ouais, c'est surtout que les mots sont pas découpés comme ils devraient l'être, en fait. C'est plus ça. Oui, effectivement, ça peut être compliqué. Après, ça peut être un bon exercice d'apprentissage. Pourquoi pas ? Oui, c'est sûr. Faut s'accrocher. Voilà. Il faut s'accrocher, effectivement. On en revient à mon récap de ma semaine. Comme je disais, beaucoup comme toujours, de rewatch et ce genre de choses, mais pas que, parce que j'ai commencé, et quand je dis commencé, c'est vraiment j'ai regardé le premier épisode, voilà, de Intérieur Chinatown, donc Chinatown intérieur sur Disney+, qui est une comédie drame policier créée par Charles Yu, dont justement la série est une adaptation de son livre du même nom. La différence, c'est que ici on est sur un acteur qui est à Chinatown et qui est un peu l'acteur un peu raté, qui aimerait bien
percer à Hollywood, mais au lieu d'être témoin un peu d'un film noir, ici il est témoin d'un crime et il se retrouve un peu projeté sous les projecteurs dans un pastiche de série genre New York Police Criminelle. Voilà. Clairement, c'est clairement ça, avec des clins d'œil très très forts. Donc il y a un côté très, en tout cas dans cet épisode-là, très parodique là-dessus. Ce sont des épisodes quand même de presque 1 heure. Et j'ai trouvé ça pas mal rythmé, bien filmé et bien joué et assez intéressant dans sa découpe. Et niveau comédien et comédienne, on retrouve Jimmy O Yang dans le rôle principal de Willis Wu. Et Jimmy O Yang, vous pouvez le voir déjà en stand-up, mais aussi dans Silicon Valley pour ceux et celles qui ont regardé. Non, ça parle à personne, là, effectivement, c'est encore que moi qui parle. Non. Tu n'as pas regardé Silicon Valley du tout? Non, du tout. Ah. Voilà, et puis... tout seul, il n'y a personne beside me. Exactement. Et on retrouve aussi Chloé Bennett et Ronnie Chieng, entre autres. Sinon, moi, c'est plutôt du côté de la musique, beaucoup en ce moment. J'ai découvert un groupe français, si je ne me trompe pas, c'est ça, c'est français, qui s'appelle Mod Wheel, donc M-O-D-W-H-E-E-L. C'est un petit groupe dont le premier EP est sorti en janvier 2024. 5 morceaux, et c'est de l'indie pop un peu funk, avec une voix féminine très très sympa et très marquée. Voilà, moi je suis tombé là-dessus encore une fois grâce aux recommandations de Apple Music. Donc, comme quoi parfois les algorithmes fonctionnent pas trop mal. J'en parlerai peut-être un peu plus tard quand j'aurai bien réécouté tous les morceaux, mais vraiment moi, c'est un truc qui comme ça commence à faire son petit chemin avec ses 5-6 morceaux. J'espère qu'il y aura d'autres choses par la suite parce que on en fait vite le tour, mais c'est pas très grave tant que c'est réussi. Et sinon, un autre groupe aussi, grâce aux recommandations, en fait, un groupe que j'avais déjà entendu, mais dont j'avais jamais mis un nom vraiment sur les morceaux, qui s'appelle 38 Special, qui est en fait un groupe de rock, blues rock, un peu rock sudiste. Et en fait, c'est pas pour rien que c'est du rock sudiste et que la voix fait penser à un autre groupe qui s'appelle Lynyrd Skynyrd. Hein, je pense que là, même si... Oui, bon, là, d'accord. Voilà, j'espère quand même. Non, toujours pas. Sérieusement? Non, mais désolé. Hein. Sweet Home Alabama, ça parle pas? Ah si, ça je connais. Bah voilà, mais dis nom... les trucs connus aussi. Ah ouais, dis les trucs qu'on peut connaître. Je pourrais dire aussi Lynyrd Skynyrd si vous préférez que Lynyrd Skynyrd. Ah non, mais non, ça m'aiderait pas. Non, c'est juste le nom du groupe que je connais pas. Et en fait, dedans, il y a l'un des frères du chanteur de Lynyrd Skynyrd, Donny Van Zandt, qui justement est à la tête de ce groupe-là qui date des années 70, hein, donc c'est 74 même, et il y a eu beaucoup d'anciens membres et de nouveaux membres. C'est un groupe qui tourne toujours à peu près, donc avec forcément des membres qui bougent un peu ça et là, mais si vous aimez un peu le rock à l'ancienne façon Creedence Clearwater Revival, des choses un peu... Tu veux dire un bon vieux rock bien rétro? Exactement. Ça, j'ai cette ref. Voilà, là on parle. Là tu as la ref. Mais voilà, j'aime vraiment beaucoup ce groupe. C'est vraiment plein de grooves, les mélodies sont vraiment très très cool et je suis en train de plonger très 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 fort dedans parce que je suis en train d'essayer de découvrir tous les albums et ne pas justement que les morceaux que je connaissais déjà sans savoir que c'était eux. Donc 38 Special, dont en plus de ça le nom est lié à un type de balle, un type de balle en balistique. Comme quoi parfois les noms, faut pas chercher à comprendre, hein. Lynyrd Skynyrd, c'était juste une façon de prononcer Leonard Skynyrd, qui était un des profs des gars qui étaient dans le groupe justement avant. Ah bah quand on n'a pas d'idée. Hein. Voilà, bon après, en France, etc., et en Belgique, on va pas non plus trop chercher, hein, n'est-ce pas, Plastique Bertrand ou les chaussettes noires, hein.
T'imagines, le gars qui a choisi le nom des chaussettes noires, il aurait pu se lever un matin et se dire « Bon, mais la tache de pipi. » Oh non. Mais je reste dans votre lancée du pipi et caca. On n'a jamais parlé de C'est pipi ni de caca depuis le début du podcast, tu mens. Absolument pas. Tu Jamais. n'as aucune preuve. Non. Par contre, en parlant pipi et caca, je pense que ta recommandation n'en est pas une, Cécile. À nouveau, on peut dire que j'ai testé pour vous, pour que vous ne le fassissiez pas. Et T'as fait je me suis pipi rendu compte. Non, ça. Non, mais je pense ça fait ça a caca parlé de litière. Ça a parlé de litière. Litière, chat. Mhm. Oui, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais sur TF1 actuellement, il y a une série qui est un remake de Cat Size. Alors, pour vous Cat Size. T'as vu, j'ai pas vu la série, mais j'ai le générique. Cat Size. Un petit rapport avec Balatro aussi, parce qu'il y a des cartes. Alors, non, pas dans le remake. Alors, c'est un des problèmes du remake. On retrouve pas grand-chose que j'aimais bien dans le manga. Donc, c'est un manga de base des années... C'était dans les années 80 qu'ils ont sorti ça. Alors, attendez, je vais retrouver là. Je vais essayer de bien le prononcer. Hein. C'est un manga de Tsukasa Ocho. Et donc, c'est fait par TF1. Moi, j'aime beaucoup Cat Size de base. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux, vous avez peut-être remarqué que mon nom sur les réseaux, c'est Cilia. Ça vient de Cat Size. Voilà, soyons honnêtes. Mind blown. What? Quoi? Mais pas possible. Voilà, 10 ans plus tard, le Incroyable. twist. Le twist, oui, quand j'étais adolescente, qu'il a fallu que je me trouve un nom. Quand je jouais une voleuse sur un MMORPG, j'ai choisi Cilia parce que c'était celle qui avait le nom le plus cool et ça ressemblait à Cécile. Voilà. Voilà, tout est expliqué. Voilà, la c'est possibilité. origin story. Je story, voilà. reclape. C'est l'origin C'est Origin story. Story. Mais donc voilà, Oh là pour vous là. dire que ça m'avait Dingue. quand même marqué Cat Size de base. Je trouvais les meufs trop classe, trop belles. Enfin, je voulais être elle, ou j'étais amoureuse d'elle. C'est toujours le problème dans ces cas-là. Le problème. Gay. Pourquoi choisir? Non, c'est plus bi, mais ouais. If you know, you know. Et donc là, TF1 Ah, s'est dit... il va casser les loges. T'aurais dû mettre Karine Le Marchand, tu sais. Bref, après le succès voilà, de Nicky Larson, TF1 s'est dit, bah tiens, on en a une autre de série qui marchait bien dans ces années-là et on peut peut-être faire quelque chose avec. Et ils ont pris donc Cat Size. Ils ont mis dedans des trucs TF1, type Camilou. Ils ont secoué. Et ils ont obtenu donc une mini-série en 8 épisodes autour donc de 3 sœurs, Tam, Alex et Cilia. Donc les 3 sœurs, donc comme je vous ai dit, il y a Camilou, il y a Constance Labbé et Claire Romain. Ce sont 3 sœurs qui ont perdu leur père, comme dans la série originale, enfin comme dans le manga, sauf que dans le manga le père a disparu et là le père est mort. Mais elles vont des tableaux qui étaient possédés par leur père refont surface et elles se disent que peut-être qu'en fait sa mort était un peu suspecte et nous allons donc voler les tableaux pour découvrir ce qui s'est passé parce que c'est évidemment le truc le plus évident à faire, surtout quand on n'a aucune compétence de vol et qu'on n'a jamais fait un crime de sa vie. Mais allons-y. Quoi? Une exposition à la Tour Eiffel? Mais bien sûr, allons faire un vol là-bas. Parce que c'est facile, évidemment. Oui. Pourquoi pas? Et T'as- bah, t'as- elles t'as- le font. Enfin, je veux dire, voilà, elles se disent pourquoi pas et elles le font. Bah oui. Le papa est joué par Grégory Fitoussi, donc je me suis dit que dans mes j'ai testé pour vous, je suis dans le Fitoussi Universe parce que pour Loup-garou, il était aussi là. Donc c'est un univers que je ne connaissais pas, je ne m'étais pas rendu compte que j'avais mis le doigt dans un engrenage, mais voilà, peut-être que la Mon prochaine Dieu. fois que je dirai Tu sais pas ce qui va t'arriver. voilà, Mais peut-être les la doués, première- mais les doués, mais les doués. Ah bah, avec Grégory Fitoussi, je veux bien. Il n'y a pas de problème. Mais voilà, j'étais un peu étonnée de ah bah voilà, bah oui, bah t'es là. Évidemment, ça explique tellement de choses sur ce que je suis en train de regarder. Je crois qu'en ce moment, il fait des mauvais choix. Il fait les mêmes choix que moi et c'est pas les bons, vraiment. Mais il a fait aussi une marque de pâtes, hein, les Fettuccini. Allez. Oui, mais il refuse d'en parler. Tu vois. Parce qu'il nie. Ah oui. Bref, Parce qu'il est timide. le nain. Je sais pas, je cherche.
Bref. Vous l'aurez appris ici. Il va jouer le rôle de timide dans l'adaptation en live action. Dans le remake de TF1 qui va arriver bientôt sur les écrans. Évidemment, Blanche-Neige sera jouée par Camilou parce que c'est à peu près la seule actrice avec Audrey Fleurot. Est-ce que c'était TF1 ou est-ce que c'était France 2 ? Est-ce que vous vous rappelez de ce téléfilm ? Pardon, je te coupe, c'est pas du tout. La nouvelle Blanche-Neige, vous vous rappelez pas de ça ? Il y avait qui là-dedans ? Non. C'était nul à chier. Mais je m'en c'était doute, culte dans mon enfance. Non, mais moi je propose ça, franchement. Vous imaginez Blanche-Neige, on met Camilou, la méchante reine, on met Audrey Fleurot, on a un produit TF1. Hein. C'est Moi vrai. je dis, ça Pareil, peut ils faire. vendent le concept. Hein. Ouais, je pense que je tiens un truc. Dedans, il y avait Lou Delage, Benoît Maréchal et Claire Kame. Ah, il y a Claire Voilà. Kame. Bah oui. Voilà. Et c'était sur France 2 par contre. Mais on tient un truc. Ah, mais Le Claire retour. Kame a fait des trucs pour France 2 aussi. Hein. Pas de jaloux. Non, mais enfin voilà, pour revenir à la série, les épisodes sont longs. C'est long. C'est du 1 heure. C'est long, vraiment. Il y a des scènes vraiment qui sont longues, mais pour une raison très bête. La série, en fait, est une carte postale. Vraiment, c'est fait pour vendre à l'étranger. C'est fait pour faire bander du touriste. L'épisode 1, c'est à la Tour Eiffel. L'épisode 2 ou 3 est à Versailles. Oui, L'épisode bon. 4 est sur un bateau-mouche. L'épisode 5, c'est le Louvre. Et on a des plans Émilie extrêmement... de Paris l'a déjà fait. Hein. Ah non, mais là, les plans sont tellement longs pour bien qu'on voit... Genre, il y a un moment, il y a une nana, elle court, une des trois, elle court dans tout Versailles. Alex, à un moment, elle est en retard, elle traverse Versailles. Vraiment, tu fais toutes les salles avec elle. Ça sert à rien. Tu fais, Mais déjà, c'est pourquoi elle est long. en retard à Versailles ? Comment tu peux être en retard à Versailles ? Elle est en retard. Voilà. Mais bon, elle doit courir. Pose pas de Et question, elle est en retard. on traverse, non mais on traverse toutes les salles et c'est méga long. Mais en fait après j'ai tilté. Ah mais oui, mais non, mais c'est juste que ils ont eu le droit de tourner à Versailles. Ils vont montrer le maximum de salles possible. Ils vont pas se priver. La Tour Eiffel c'est pareil. Ils en font des caisses. Ah bah t'inquiète que là elle est bien filmée la Tour Eiffel. Mais ouais c'est un peu ah, comment dire. Ouais, non, c'est une carte postale. Vraiment, c'est fait pour être vendu à l'international. On a le côté TF1 hein, où ça vole pas très haut quand même au niveau des intrigues. On pourrait avoir Il y a des Mimi vols... Mati. Oui, bah on en revient au nain. Toujours le même problème. Mais Mimi Mati, elle vole pas, elle se téléporte. C'est différent. C'est pas une voleuse. Wesh. Suis-je bête? Non, ouais, on pourrait avoir une bonne série de Cass. Ça pourrait être vraiment cool. C'est pour ça, au final, c'est pour ça avec mon mec qu'on s'y est mis, c'est que moi, j'adore Cat Size et lui adore les films de braquage, de casse, etc. Donc on s'est dit, on peut peut-être y trouver notre compte. Bof, franchement, Ça casse pas trois pattes à un canard. Non, et encore pauvre canard, hein, franchement. Non, je m'attendais à mieux. Enfin, j'avais des espoirs. Enfin, voilà, bêtement. J'espérais des choses. Et non, je trouve que les vols, pour l'instant, qui ont été proposés, parce qu'on a vu que la moitié de la série a été diffusée, là, il y a 2 épisodes encore qui sont diffusés ce soir. Les casses qu'on nous propose, enfin les vols qui sont organisés, sont pas non plus les plus futés. Évidemment, on a le côté... on a une première vision du vol, et puis en fait... on ouvre la mallette, en fait, il n'y a rien, et puis... rewind, et en fait on revoit qu'est-ce qui s'est passé, et c'est un peu décevant la deuxième fois. C'était juste ça. Bon, c'était pas méga inventif, il n'y a pas eu un effet waouh quand on voit comment ça s'est passé. Oui, non, ouais, bon, d'accord. Donc voilà, il y a des grands noms hein, quand même dans la série, donc Camilou, produit TF1 et tout. Il y a Carole Bouquet qui est dedans, il y a Guillaume de Tonquédec. Il y a Élodie Fontan qui fait une méchante. Je l'avais jamais vue dans ce rôle-là. Après, c'est très inexpressif, donc ça manque un peu de grandiloquence dans les méchants, pour rappeler un peu un côté manga. Mais voilà, enfin moi j'aime bien, voilà, dans les mangas des années 80, il y avait quand même un peu ce côté-là, à la Fantomas. Oh, je suis méchant. Oui. En fait, c'est Cat Size qui a rencontré Ladybug, quoi. Donc, Ouais, c'est un peu ça, le côté... Miraculous Lady Girl. il faut pas le lancer. J'ai failli y aller, j'aurais pu, hein, mais j'ai pas osé. Franchement. Le générique du Miraculous, je me suis arrêté à 2 vers, ça va quand même.
Ah non, Ouais. mais oui, je pouvais. Donc on aura bien compris que tu... Je ne recommande pas, ne regardez Non. pas ça, relisez Cat Non. Size, l'original, revoyez la La série, série. parce que, y a pas, voilà, elles annoncent pas leur vol sur des petites cartes mignonnes, elles ont pas de café, Quentin n'est pas avec Tam, c'est son ex, les perruques de Camilou sont pas belles, voilà, Ouais. les tenues, pour l'instant, on n'a pas les trois en tenue ultra moulante qui courent. Je trouve ça très décevant. Alors que c'est tout l'intérêt. C'est tout l'intérêt. Non, on les a séparément dans leur tenue, mais voilà, on Ouais. n'a pas de plan. Enfin, ça a inspiré les Totally Spies, quoi, mince. C'est un, Oui. c'est un, C'est vrai, c'est vrai. c'est c'est un vrai, pan de effectivement, notre bien sûr. culture. Ça me fait penser, je crois que j'ai pas inventé que le remake des Totally Spies en live action est en développement et j'ai pas envie. Quoi ? Je crois, Bon, je crois que j'ai pas inventé cette info. Tu sais, je l'ai On va- inventé, on va- mais je Ah, tu crois sais, ils pas. ont bien essayé de faire les Vérifier. super nanas et ça s'est planté. Alors bon, ah non, les C'est Totally encore le Spies. moment d'arrêter. Non, mais personne ne peut incarner Clover, c'est pas possible. Personne n'est aussi classe. Moi. Alors, il y a effectivement des infos qui Mais datent d'août. Mais qui fait ça ? Qui ? Je veux des noms. Je crois que c'est américain. Je crois que c'est américain. J'ai Mais je peux l'impression, pas voir ça. effectivement. Oui, non, bah après, ça reste encore. Voilà. Who done it? C'est- Je suis en train de chercher de voir si. Qui faut-il menacer Non, mais c'est ça. Non, mais ne faites pas ça. C'est Banijé Group qui est derrière ça. Bah, ça, c'est les Totally Spies. Donc, ouais, je suis en train de chercher, voir le truc. Pour Amazon Prime. Ah ouais, mais non, mais pourquoi ça? En 2025, effectivement, mais. N'essayez pas, ce n'est pas possible, ce ne sera pas bon. Pas beaucoup d'informations, effectivement. Bref, c'est pas grave, c'est pas l'actu. Par contre, la recommandation, maintenant, c'est au tour de Mathieu. Oui, ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé de comédie musicale, c'est faux, je mens. Et si je reviens la semaine prochaine, vous savez, ça sera encore une comédie musicale, je suis désolé. Alors, si je vous dis Defying Gravity, populaire, et si je vous dis vert, magicien, et Twitter, Blue Sky et n'importe quoi de ce qui se passe sur les internets, à mon avis, il faut penser à Wicked, et je vais parler de Wicked. Donc il sort le 4 décembre en France. Je pensais que j'étais vraiment bon, mais en fait je me suis trompé d'une semaine. Mais je l'ai vu hier, et donc je peux vous en parler. Et j'ai hâte de vous en parler parce que j'attends ce film depuis 10 ans. Donc, je suis content. Donc c'est un Wicked, donc attention, maintenant le marketing dit Wicked, mais c'est bien Wicked Part 1, on vous ment. Ne soyez pas déçus. Donc Et attention, sur internet, c'est wickedthemovie.com, hein, le site internet. Il n'allait pas Ne voir vous trompez pas. weekend.com, Ne vous surtout trompez pas. Allez le voir. Ne vous trompez pas non plus avec le Wicked mode dans les Sims, vous aurez des surprises et je ne parle pas d'expérience. Peut-être que si, peut-être que non, vous ne saurez jamais. Alors, donc c'est un film de John Chu qui est basé... Attendez, je vais vous faire ma blague. Donc, j'ai pris des notes. C'est basé sur Wicked, la comédie musicale qui existe depuis 2003 de Stefan Schwartz et Vinnie Wollman. Le film est aussi écrit par Vinnie Wollman et il est aussi adapté du livre Wicked de Gregory Maguire, qui est lui-même adapté du Magicien d'Oz de 1938 de Victor Fleming, le film, qui est lui-même adapté du livre de L. Frank Baum, qui était raciste. Ça, c'est une anecdote, si vous la vouliez, mais tout le monde était raciste à cette époque, donc que voulez-vous? Il voulait juste être hype, c'est tout. jusque-là. Et est-ce que là, on peut dire que tu nous as fait un instant Wikipédia? Oui. Oh. Ah, celle-là, tu l'as, là, ça va. Jeu de mots, jeu de lettres, ça j'ai. C'est bon, Jeu de ça mots va. Ramucho. Il y avait Ça, il pas l'a besoin pas. de faire des calculs. Ça, il a J'étais pas. bon. Il a pas Non, ça Ramucho. j'avais pas. Non, Mais non, bientôt non, le Big désolé. Deal revient. Le Big Deal revient, voyons, évidemment. Moi, On je l'a m'arrête perdu, au là, le maillon pauvre. faible, c'est tout. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Éliminé. Mais oui. Elle l'a. Je ne sais pas si tu l'as vraiment, mais tu as les mêmes rêves que moi, mais je pense que c'est des rêves Quand différents. même. Ça me fait extrêmement mourir. Bah, Oui, non. mais moi, j'ai éliminé de Drag Race. Bah bien sûr, c'était ça ma ref. Oui, mais Vous Élodie, êtes est-ce que c'est ça ta ref? Bah oui, quand même. Ah bah voilà. Le talon faible. Mais ça n'a...
Ça n'a rien à voir avec les Muppets et le Magicien d'Oz de 2005, ni avec la saison 3B de Once Upon a Time qui est sortie en 2013. Ne pas confondre. Voilà, j'ai calé Once Upon a Time, vous avez remarqué. Et Pour ni deuxième la fois. version avec Michael Jackson et Diana Ross. Bref. Non plus. Eh oui, désolé de vous décevoir. Là, c'est Tu trop co- tu connais d'informations, pas là. Tu connais Ah pas non, je connais pas, non. Ah. Ah là 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 Sweet là. Ça y est, on a Summer encore mis le doigt Child. dans un truc qu'il fallait voir. Il faut le C'est mon regarder, habitude. En vrai, c'est bien premier degré, mais c'est spécial. Donc, John Chu, pour vous situer un peu le monsieur qui m'a mis en confiance pour cette adaptation, c'est le monsieur qui a fait Sexy Dance 2 et 3, qui ne sont pas des grands films, je vous l'accorde, mais qui sont bien chorégraphiés. Du coup, c'était pas mal. Puis, il a fait Crazy Asian Rich, Insaisissable 2 et In the Heights. In the Heights, c'était bien. Donc, j'étais en confiance. Là où j'étais moins en confiance, c'est que adapter Wicked en film, c'était un projet qui date d'il y a plus de 10 ans, où il y a beaucoup de réalisateurs qui se sont succédés et qui était un peu un projet casse-gueule. Mais de quoi qu'est-ce que ça cause ? Donc, c'est un préquel du Magicien d'Oz. Je ne vous ferai pas l'affront de vous raconter qu'est-ce qui se passe dans le Magicien d'Oz. Au pire, vous avez Wikipédia ou les 4800 adaptations qui existent de cette histoire. Et donc, Wicked est adapté de la comédie musicale de Broadway et de Londres, où l'histoire commence juste quand la méchante sorcière de l'Ouest est morte. Elle a été tuée par Dorothy Gale, qui lui a lancé un seau d'eau dessus, car apparemment c'est comme ça qu'on tue les sorcières les plus puissantes de l'univers. Et Glinda, la bonne sorcière du Nord, arrive au pays des Munchkins et annonce la bonne nouvelle que Alphaba, la méchante sorcière, est morte. Mais il y a un des Munchkins qui lui dit « Mais j'ai entendu une rumeur qui dit que, eh bien, quand vous étiez jeune, vous étiez amis !» Et là, Glinda lui dit « Petit con, pourquoi tu lances mes dossiers que j'avais enfouis ? Mais c'est pas grave, maintenant que ça se sait, je vais te raconter mon histoire de comment j'ai rencontré la méchante sorcière de l'Ouest et comment nous sommes devenus amis. » Voilà. Donc, comme ça, je ne sais pas si ça vous fait envie ou pas, mais de toute façon, est-ce qu'on va voir Wicked pour le scénario ? Absolument pas, parce que ça n'a aucun sens. Comme à peu près toutes les comédies musicales. Mais, quoi qu'il en soit, ils ont fait le choix, qui est un choix que je ne cautionnais pas avant de voir le film, mais je vais en parler un peu plus après, de couper le film en deux parties. Donc, la semaine prochaine sort Wicked Part 1, qui adapte l'acte 1 de la pièce, et dans un an, on aura l'acte 2. Voilà. Au casting, on a Cynthia Erivo, qu'on a vu sur scène dans La couleur pourpre. Au cinéma, la seule rêve que j'ai d'elle, c'est Pinocchio, le live action, c'est pas forcément une bonne rêve. Non, reste sur la couleur pourpre. Voilà, très très bon, très très bien comme pièce, La couleur pourpre. Et Le film on a aussi. également, aussi, les deux films sont excellents. Et on a en costard Ariana Grande qui joue Glinda. Et en rôle secondaire, on a Jonathan Bailey qu'on a vu dans Bridgerton, mais surtout dans Fellow Travelers. Quand même, choisissons nos combats. Merci. On a Michelle Yeoh et Jeff Goldblum. Je ne vous ferai pas leur filmographie, vous savez qui sont ces gens. Pour moi, c'était quand même un projet putain de casse-gueule, parce que vous avez une communauté de fans énorme autour de cette pièce, et on s'en rend pas compte forcément en France, mais Wicked, c'est un mastodonte. En Angleterre, aux États-Unis, le Magicien d'Oz, c'est culte. Et Wicked, c'est joué 8 fois par semaine depuis 20 ans, sans interruption. Sauf pendant le Covid, mais sinon, sans interruption. Et surtout, c'est super dur à adapter parce que c'est l'univers du Magicien d'Oz. Donc il faut rendre un truc crédible à l'écran. Et l'aspect du théâtre qui est sympa, c'est que les décors de Wicked sont incroyables, mais ils sont pas infinis, et du coup il y a l'imaginaire qui joue un super grand rôle, et donc faut être crédible au cinéma, c'est difficile. Je vous l'ai dit un peu, les comédies musicales en général, le scénario c'est pas la force, on y va surtout pour les chansons et pour la musique, les comédiens. Et là, Wicked, il y a ces twists sur twist sur twist, triangle amoureux à gogo, et donc pour faire un film sérieux, c'est pas l'idéal non plus. Et surtout, quand vous faites une comédie musicale, tout passe par les chansons, et donc
côté émotion, il y a la suspension d'incrédulité qui joue un énorme rôle parce que si le personnage est triste, bah vous êtes triste pour lui et vous posez pas de questions. Il y a une distance avec les comédiens. Alors que dans un film, si on passe de méchant à gentil en un claquement de doigts, c'est pas possible. Et donc c'est là que je me suis dit, je veux voir Wicked au cinéma, mais est-ce que je veux mal le voir ? Non. Et donc j'avais très très peur de ce film, surtout quand les premières bandes annonces sont sorties, qu'ils ont fait des bandes annonces sans musique, où ils montraient les images des deux parties, qu'ils ont décidé de l'adapter en 2 parties de 2h40 chacune, alors que la pièce dure 2h40 de base. Il y avait quand même des voyants qui clignotaient rouge. Mais le film est sorti, et là, j'ai pété mon crâne. C'était incroyable, vraiment. C'était mon film préféré de l'année, je pense. Est-ce que c'est le meilleur film de l'année ? Absolument pas. Est-ce que c'est le film où j'ai pris le plus mon pied de l'année ? Absolument, d'accord. C'est pas La La Land, ou c'est pas une comédie musicale qui rend hommage aux comédies musicales, mais en même temps qui fait un film sérieux, hyper travaillé, où on en fera des études cinéma. Pas du tout. Juste, ça adapte la comédie musicale hyper bien. L'univers est retranscrit, la magie, la fantaisie, la surprise. On retrouve des personnages qu'on adore avec de nouvelles interprétations. Les chansons qu'on connaît par cœur si on a vu la comédie musicale et où on fait du lip-sync dedans tout le temps. Et par contre, je vais dire les points un peu négatifs maintenant, comme ça on les règle. Le film dure 2h40. 2h40, c'est long. Et si on n'a pas vu la comédie musicale, je pense qu'on trouvera le film long. Pas forcément qu'on s'ennuiera, mais peut-être qu'on va cligner un peu des yeux parce que si on sait pas ce qui arrive après, si on n'est pas motivé par les numéros incroyables qui arrivent après, quand on enchaîne 4, 5, 6 scènes d'explication, on peut trouver ça long. Alors que quand on a vu la comédie musicale, on connaît les personnages, on sait où ça va, c'est plus facile. Mais il y a peut-être juste 20 minutes en trop sur un film de 2h40, avec la tendance actuelle des blockbusters de faire des films de 3 heures. Je trouve que ça va, et surtout que c'était une bonne idée de couper le film en deux, et c'était une bonne idée de faire un long film, parce que les personnages sont beaucoup plus réels, beaucoup plus réalistes, on y croit, et je suis vraiment retombé amoureux de ces deux personnages que pourtant j'avais l'impression de connaître par cœur. Et là, j'ai été surpris par ce qu'on m'a proposé, et ça me faisait vraiment, vraiment plaisir. En plus, John Chu, il a un talent pour les chorégraphies. Et du coup, c'est ce que je voulais dans ce film, et c'est ce que ce film m'a donné, c'est que quand on va voir la pièce, on est loin des comédiens, on assiste à la scène dans son ensemble, mais on reste loin d'eux. Alors que là, t'es plongé dans le monde d'Oz et t'es au centre des chorégraphies. Et c'est hyper jouissif parce que les chorégraphies sont magnifiques. Et surtout, il y a vraiment un équilibre super maîtrisé entre le chant, qui est chanté live en plus, mais qui est bien mieux fait que dans Les Misérables, les danses, les costumes qui virevoltent de partout et on en prend plein les yeux, les décors qui sont en mouvement tout le temps, et surtout on passe de décor en décor et c'est hyper fluide, et c'est ça qui rend le film très agréable à voir, même s'il est long, c'est qu'il n'y a jamais de gros temps mort. Et surtout, les deux actrices, on est juste à côté d'elles, et on se connecte à leurs sentiments, leurs émotions profondes, avec les gros plans qu'on peut faire au cinéma mais qu'on peut pas faire au théâtre. Et même si le film est hyper fidèle, il prend certaines libertés, ou alors il s'appuie sur certains moments qu'on peut pas avoir dans la comédie musicale. Et je vais pas spoiler, mais par exemple, au milieu du film, il y a une scène un peu culte, de bal, voilà, et quand on la voit dans la comédie musicale, c'est un moment un peu émotion, mais il y a beaucoup de comédie. Alors que là, t'as la comédie, et puis là, il y a un gros moment de drame, parce qu'on sent que les personnages vont pas bien, mais que grâce à l'un et l'autre, ils vont aller mieux. Et les deux actrices jouent vraiment avec juste les mimiques des visages. Il n'y a plus de musique, il n'y a plus de chant, il n'y a pas de dialogue, c'est juste les deux actrices en gros plan. Et c'est tout. Et j'ai senti un truc dans la salle qui était pleine, où la salle était pleine et du coup ça a papoté un peu pendant tout le film, c'était pas forcément tout le temps hyper agréable, mais à ce moment-là, tout le monde s'est arrêté et a retenu son souffle pendant bien 30-40 secondes de gros blanc. Et quand ça repartait, tout le monde a fait un ok.
Et il y a eu un moment de communion comme ça, je me dis, ok, c'est bon, le film a plein de petits moments comme ça, a réussi des choses, et c'est là que je me dis, ok, il a rassemblé vraiment plusieurs publics, et a réussi finalement à raconter une histoire en étant hyper fidèle, mais en proposant quelque chose de nouveau. Et ça m'a fait super plaisir. Et pour finir, un autre truc que j'avais hyper peur, c'était les décors. Parce que dans la bande-annonce, ça faisait hyper cheap. Au point où j'ai regardé juste la première, et après j'ai fait stop, j'arrête de regarder des images, parce que de toute façon, 2 jours avant, tout le monde va filmer avec son téléphone au cinéma, et on verra tout sur Twitter et Blue Sky. C'est exactement ce qui s'est passé, j'ai dû bloquer tout le hashtag. Mais je vous invite, si vous avez vu le film et vous l'avez aimé, ou si vous êtes juste intéressé, sur YouTube, déjà la promo de Wicked est partout, on peut pas la manquer, mais ils ont mis plein déjà de making-of, et il y a notamment, je crois que la chaîne YouTube c'est Architect Design ou quelque chose comme ça, où il l'avait fait aussi pour Only Murders in the Building, il montre comment ils ont construit le set du film. Et c'est toute la différence, je trouve, qui rend le film bien meilleur que In the Heights ou j'ai pas d'autres inspi là, mais ils se sont pas dit Oz c'est fake et du coup on va tout faire en CGI. On a un budget de 150 millions pardon, pour la première partie, pareil pour la deuxième, mais on va l'investir là-dedans, où les actrices vont chanter live, on aura des très beaux costumes, mais on va pas ajouter des FX. Tous les FX, ça sera pour retirer des choses et pas pour en ajouter. Et donc ils ont au maximum construit les décors, et ça rend le film vrai, et on a vraiment l'impression d'être dans Oz. Et même si c'est pas vert partout, on ressent cette atmosphère-là, et c'est vraiment... Pendant 2h40, on oublie qu'on est dans une salle de cinéma, et on est dans le monde d'Oz, et on y vit vraiment. Et ça, c'est vraiment réussi. Il y a quelques défauts, notamment l'éclairage, que j'ai détesté. Ils aiment beaucoup les surexpositions. La plupart du temps, on voit pas les têtes des comédiennes, et ça m'énerve. Ou alors, parmi toutes les fenêtres, c'est blanc, et on voit pas les extérieurs, et c'est super moche. Mais je pense que c'est parce qu'ils n'avaient pas le budget pour faire des extérieurs en plus. Et si c'était le prix à payer pour avoir des beaux décors intérieurs, ça me suffit. Et ça fait aussi un peu un effet de scène de théâtre. On est enfermé dans un décor, mais qui est toujours en mouvement. Et surtout, ils ont même construit des décors les uns à côté des autres pour qu'on puisse passer des uns aux autres et que ça soit super fluide. Et vraiment, c'est un film spectaculaire, je trouve. Vraiment, vraiment, j'ai passé 2h40 à m'amuser à fond. Le film a un beau message. Si vous détestez les comédies musicales, je cligne des yeux vers toi, Elodie, n'y va pas. Mais... Je me sens pas du tout concernée. Mais vraiment, je trouve qu'il y a un super bon rythme. C'est un film magnifique, qui est bien joué, qui est entraînant, qui respecte la comédie musicale. Et en plus, même si c'est fidèle, il y a des petits moments, si vous êtes fan, où il change le rythme des musiques. Ou alors, on pense que la fin de la musique avec la note finale va arriver là. Et en fait, ça arrive 10 secondes après et ça surprend. Et du coup, c'est familier, mais on est surpris. Constamment surpris. Et ça fait du bien. Et donc, l'entracte de 1 an va être très très long pour voir la partie 2, mais j'ai trop hâte. Ok, très bien. Et je tiens à préciser par rapport à la chaîne YouTube dont tu parlais, c'est Architectural Digest qui avait fait ça. Ouais, sûrement. Voilà, parce que j'ai été revérifié, parce que justement j'avais vu le Only Murders in the Building, et les Waverly Place aussi, ils avaient fait un truc là-dessus. Cette tour. Et j'ai oublié un mini truc que je ne peux pas oublier, c'est Ariana Grande, Madame. Je savais que vous étiez une bonne actrice, d'accord ? Avec Victorious, vous avez un bon timing comique. Avec Scream Queens, vous avez fait 1 épisode et demi aussi. Mais, Madame, mais ça va pas d'être aussi drôle. La salle était morte de rire pendant tout le film. Parce qu'elle est incroyable. Elle a un timing comique de malade. Et c'est aussi ça qui m'a plu dans le film, c'est que Wicked, même si il y a vite fait un fond politique sérieux qui est intéressant, c'est pas Les Misérables et c'est pas West Side Story, quoi. Mais et du coup, la comédie musicale est aussi très drôle, et ils ont pas essayé d'atténuer les personnages et de les rendre un peu plus lambda.
C'est vraiment très quirky et awkward. Et il est presque à la Marilyn Monroe sur certains passages, des choses comme ça. Et ils sont allés à fond, que ce soit dans l'univers, dans l'humour, etc. Et c'était chouette à voir. Un film qui s'assume et qui dit on n'est pas sérieux, mais on va faire les choses bien. Et ouais, bon divertissement, les gars. Bravo. Et dernier point, est-ce que c'est visionnable avec des enfants ou pas du tout? Oui. Alors, pas très jeune, je suppose. Aux discussions, est-ce que ça rejoint la question de est-ce qu'il faut le voir en français ou pas? Parce que Bah oui. est-ce qu'il faut le voir avec des enfants? Les enfants peuvent le voir, ils peuvent peut-être trouver ça long. 2h40 quand même. Parce que 2h40, ça fait long pour des enfants. Mais je pense qu'à partir de 10, 12 ans, oui, c'est cool. Il y a un screamer qui fait pas très peur. Genre, tu le vois arriver. Mais sinon, tu peux le voir, le film fait pas peur. Après, ouais, et puis les chansons sont sympas. C'est la plupart, ça reste quand même un film de 2024, comédie musicale de 2024, donc la plupart des chorégraphies, c'est des chorégraphies TikTok. Donc, mais qui sont très bien mises en scène. D'accord. Donc, ça passe bien. Pour la version française, je vais me mettre très en recul, je vais dire c'est très bien d'avoir des versions françaises pour des films qui se veulent grand public, accessibles un peu comme Wonka l'année dernière, traduire les chansons, pourquoi pas si ça peut donner envie de le voir à un autre public. Ok. Je ne critique pas non plus les comédiens et les comédiennes de doublage. J'ai vu 3 minutes sur YouTube, ça m'a suffi. C'est de la merde. Mais voilà. Après, c'est en fonction de ce que vous avez envie de voir. Oui, bien sûr. Et ce que vous aimez. Donc, je vous invite à aller le voir si vous voulez. C'est un film familial de Noël. Et voilà. Après, l'adaptation vaut ce qu'elle vaut. C'est ça. Bon ben voilà, en tout cas c'est un épisode 11 qui touche à sa fin. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. De toute façon, tout ça, ça sera dans la description. À commenter, à venir sur les lives et à partager. Donc, on a eu de la série télé pas top avec Cat Size, de la série télé vraiment top avec A Man on the Inside, une bande dessinée très, très, très sympathique mais bizarre avec Wormwood. Et donc, là, vous venez d'entendre une critique sans spoiler de la première partie de Wicked au cinéma, qui arrive donc le 4 décembre en France et en Belgique. En tout cas, merci à vous trois de m'avoir accompagné encore une fois, et on vous souhaite à toutes et à tous de bons points culturels, une bonne semaine, une bonne nuit, tout ce que vous voulez, et surtout... Bonne Jovi. Et il veut pas le lancer. Il veut pas le lancer. Bonne Jovi. Voilà. Faut le dire 3 fois en fait.